Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un petit film indépendant, du moins à l'époque, qui a su se faire reconnaître et saluer de la critique, sorti en 2017, que j'avais raté au cinéma, à savoir Good Time, réalisé par les frères Safdie, Joshua et Ben, qui d'ailleurs cette année vont voler de leurs propres ailes avec chacun un métrage prévu en distribution, j'espère que ce sera en France en tout cas. Et deux, je n'avais vu jusqu'ici que leur suivant et dernier à date, Uncut Gems, avec un Adam Sandler transfiguré et méconnaissable, un film fort intéressant dans son ambiance surtout, et qui se déroulait déjà à New York, comme c'est le cas là, et comme c'était aussi le cas du précédent à minima. Mais bon, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait avant, donc je ne vais pas développer plus que ça ici. Au casting, nous avons un autre acteur qui cherchait à briser son image à l'époque. Bon, il commençait vraiment à le faire déjà, et puis depuis, il l'a bien, on va dire, effectué. Il est sorti de ses Twilight ou sa prestation dans Harry Potter. Je veux bien sûr parler de Robert Pattinson, qu'on a vu récemment à l'affiche dans Mickey 17. Alors je dis récemment à l'affiche, au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas encore vu le film, il n'est pas encore sorti, mais avec mon planning où j'ai de l'avance, voilà, peut-être que vous avez déjà vu mon avis sur le Bong Joon-ho où il joue. À ses côtés, qui joue un frangin, l'un des deux frangins, donc vous voyez, fratrie au niveau de la confection et de la diégèse du film, c'est Ben Safdie que nous voyons, c'est le plus acteur des deux, il sera dans Oppenheimer après. On va reconnaître également Jennifer Jason Leigh dans la première partie, figure du cinéma underground américain, pas choisi par hasard probablement. Quelques caméos, notamment de Suleiman Sissavané, et les débuts peut-être à l'écran, parce qu'ils n'ont pas de page Wikipédia, je ne sais pas s'ils sont devenus professionnels depuis, d'acteurs-actrices tels que Buddy Dures, qu'on voit beaucoup à l'écran, dans la deuxième partie surtout. Et pareil pour la jeune à l'époque Talia Webster, qui joue une adolescente afro-américaine, qui va être embarquée malgré elle dans une sorte de périple étrange, un New York by Night, donc très esthétisé forcément. Certains diraient arty, car distribution à 24, tout ça, machin. Alors, photographie de Sean Price Williams, qui depuis en est sorti de A24, lui, justement, et qui vole de ses propres ailes autrement, notamment avec un film dont j'ai parlé l'année dernière, de Sweet East, qui parlait déjà d'une sorte de voyage, alors plus dans une Amérique au sens large, là, on est dans la ville de New York. Évidemment, l'une des villes les plus cinématographiques des États-Unis, et pas que cinématographiques d'ailleurs, où on va suivre, techniquement, sur le papier, c'est comme ça que ça nous est présenté, sur le départ, deux frangins qui vont vivre pas mal de péripéties. Alors certes, oui, mais pas vraiment ensemble tout le temps. D'un côté, alors le film s'ouvre sur lui, donc j'en parle en premier, nous avons Nick qui a des capacités mentales limitées, et qui subit un interrogatoire étrange sur des expressions, tout ça, et on sent qu'il est très mal à l'aise. Visiblement, celui-ci a été commandé par la grand-mère des deux hommes, donc vous voyez déjà peut-être un drame familial sous-jacent, et surtout un contexte social pas évident. Et donc Connie débarque, celui qui est joué par Robert Pattinson, et il sort clairement son frère, il le sauve de cette situation où il n'est pas bien, mais il va l'envoyer au casse-pipe potentiel, parce que pour lui donner confiance, il décide de l'embarquer dans un braquage, car Connie a fait plusieurs vols. On voit qu'on essaye de survivre ou d'exister comme on peut dans le quartier du Queens, parce qu'on va se situer autour de cet endroit, et voilà. Et donc, ouais, braquage avec masque sur lequel nous reviendrons, parce que sur le plan social global, ça en dit long. Donc, une sorte de passage à la banque, à la caisse, très silencieux pour récupérer du pognon, et ça va pas bien se passer. C'est-à-dire que le braquage va, à minima, séparer les deux frères, j'en dis pas plus, un petit peu de poursuite au début. D'ailleurs, c'est ça, l'idée de fuite en avant tout le temps. Et à un moment, Connie va essayer de récupérer le frère. Le frangin, il doit payer une rançon, parce que il est envoyé en prison, Nick, et il ne peut pas s'intégrer socialement déjà dans la société normale, entre guillemets, alors en prison c'est encore pire. Connie veut encore sauver le frère, mais c'est lui qui l'a précipité dans cette situation. Vous voyez ici la dichotomie, le paradoxe d'un film de perdition, d'un film de loser, si vous voulez, les losers de l'Amérique qui n'arrivent pas à se dépêtrer de ça. Et Connie, après ça ne va pas du tout bien se passer, il récupère même pas son frère, et il récupère une autre personne qui a des bandages sur la tête, donc bon, c'est presque absurde comme situation, parce qu'il aurait pu vérifier vraiment que c'était vraiment son frère, mais erreur absolue. Et donc il va être embarqué avec un inconnu, accueilli par une dame avec sa petite fille,
C'est marrant parce qu'il y a des histoires de frangins, des histoires de grand-mère et petits-enfants. Et après, bah, ça va partir en vrille, en cacahuète, parce qu'il faut récupérer de l'argent pour sortir le frère. Et vous savez, l'engrenage, quoi. On sait que ça ne peut pas bien se terminer. À moins que ça ne se termine bien quand même pour un personnage qui n'est pas vraiment présent durant tout le film, fatalement. Il y a une forme d'ironie, hein, je dirais pas plus sur la finalité d'une transition gros plan d'un visage à un autre qui renvoie au début du film. Parce que c'est assez circulaire. Ça commence par voilà, un visage qu'on voit pas à l'aise et un visage qui commence à être peut-être plus à l'aise, mais en transition de ce qui a pu se passer. D'ailleurs, les meilleurs moments du film sont là, au début et à la fin. Tout ce qui va se passer entre-temps, il faut peut-être savoir aller dans l'abstraction aussi, nous spectateurs. C'est pas grave, voilà, il se passe des choses, des péripéties, on s'en fiche. Posons-nous donc esthétiquement devant un film qui essaye de raconter par sa mise en œuvre, par sa forme, un fond social complexe. Et c'est très bien, mais je trouve que ça manque de corps, ça manque de profondeur. Ça veut nous mettre une ambiance, une atmosphère, oui, d'ailleurs elle est renforcée par la musique du One Man Band piloté par Daniel Lopatin. Il signait peut-être pas ses musiques sous son nom à l'époque, mais depuis, oui. Pour Uncut James, en tout cas, il le signera sous son nom. Tout ce qui, bah, bref, j'allais dire, la signera, la bande-son du coup. Mais c'est très intéressant. Et on voit que ça réalise bien, que ça veut montrer aussi ce New York, ça veut rendre hommage à ce cinéma indépendant entre 70-80 jusqu'aux années 90, si vous voulez. C'est presque un voyage dans le temps de certains trucs, peut-être à la Ciné Lumet, mais c'est très différent. On peut penser à un après-midi de chien, peut-être pour le braquage, mais après on change. On n'est pas dans un huis clos. On va penser à d'autres trucs underground de l'époque et à des choses plus récentes. C'est les frères Cohen à l'envers, parce que c'est pas du tout la même ironie, c'est pas du tout le même ton. On n'a pas de second degré, on n'a pas d'humour. Ici, c'est très dépouillé, c'est très direct, c'est très radical. Peut-être que d'ailleurs, ça l'est trop, parce que tant qu'à être là, autant aller plus loin et être plus coup de poing. Je trouve que c'est un peu entre deux. Et c'est super bien confectionné. C'est même presque limite trop propre dans ce que ça veut proposer sur l'esthétique, en tout cas, par rapport à caméra portée et à l'urgence et à l'insalubrité, même je dirais, de ces vies que nous côtoyons et que nous suivons durant tout le métrage. C'est-à-dire que, moi je pense que ça passe à côté de peu d'un très grand film, c'est vraiment bien en soi, vraiment, parce que ça cherche un petit peu trop à impressionner. C'est pas du cinéma de poseur non plus, mais tu sens quand même qu'à un moment, à trop miser sur l'esthétique, certes pour raconter donc cette vie difficile, en nous montrant le quartier, les lieux, que ce soit proche des personnages ou même avec des plans de drone, etc. Notamment sur des poursuites intéressantes, une sorte de labyrinthe final qui nous montre que de toute façon on ne peut pas s'en sortir, ok, on comprend l'idée. Mais je sais pas, il y a des choses comme ça qui restent un peu trop évasives, quand bien même on essaye de montrer des choses. Et en fait, dès le début, le braquage avec donc des masques afro-américains, ça en dit long, c'est particulier parce que, bon, c'est peut-être pour ensuite facilement ne plus paraître coupable parce qu'ils vont chercher les mauvais coupables et ça renvoie à l'idée que peut-être ils pensent, en tout cas le frangin, que la justice s'attaquera plus facilement aux Afro-Américains qu'à des blancs comme eux, enfin des blancs, leur nom de famille c'est Nicasse, c'est quand même probablement d'origine immigrée et tout, mais qui vont être peut-être moins persécutés derrière, voilà. L'idée du communautarisme et des communautés bien mélangées au Queens, on peut le voir ici. Mais sur un discours un peu sanglant comme ça, finalement, ça reste en filigrane et ça peut être mal interprété. Le personnage principal du frangin est un anti-héros pur. Il est assez détestable. C'est lui qui emmène son frère là-dedans. Il n'aurait vraiment pas dû. Il n'est pas responsable. Alors pourtant, il veut le sauver, il l'aime, mais c'est n'importe quoi. La façon dont il va traiter la jeune adolescente quand elle va voir la télé, parce qu'ils sont devant la télé, c'est très américain, le portable, la télé, tout ça, bon bref, monde moderne quoi. À un moment à la télé il parle du braquage et il y a sa photo qui apparaît, et il la sort vite de l'écran télé, il l'embrasse de force quoi, mais elle se laisse prendre au jeu parce que elle se laisse influencer, la pauvre, elle est toute jeune. Vous voyez, il est prêt à prendre, on va dire, cette situation-là, avantage. Et c'est quand même très malsain, beaucoup de choses malsaines dans le film. De toute façon, le film s'ouvre sur du malsain, avec cet interrogatoire, tout ça. On voit la grand-mère à un moment interrogée à la télé, c'est pas assez glauque, en fait.
Et donc cette idée de glauque et tout, finalement, on reste en surface pour suivre un truc qui n'est pas spécialement intéressant. À un moment, voilà, il se trompe, il n'y a pas le frangin, donc il y a un autre homme là, qui trompe dans des trafics de drogue, bon, il y a de l'argent, donc il l'amène avec lui parce qu'il essaye de récupérer l'argent, parce que la caution et tout. Mais bon, on sait que ça va mal se terminer tout ça. Mais ça n'en est pas vraiment passionnant parce que je pense que le film est trop sur l'intrigue à un moment en fait. Manque peut-être d'aller plus loin dans l'abstraction pour nous enfoncer encore plus dans les ténèbres. Et là où on aurait pu avoir un film peut-être plus fort, façon After Hours, hein, si vous voulez, peut-être en délestant le mauvais frangin de cette personne et le faire aller seul à la quête de son frangin pour le sauver l'autre. On va dire, voilà, c'est un peu des souris et des hommes ici, mais version urbaine New York, hein, mais sauf que dans les souris et des hommes, c'est pas des frères, c'est des amis, et c'est dans l'Amérique rurale. Mais c'est un petit peu une relecture là-dessus. Il se trouve que, voilà, je sais pas pourquoi on veut à tout prix mettre ce personnage en plus, pour essayer de nous montrer que oui, il y a beaucoup de losers, il y a beaucoup de gens qui ont choisi le mauvais chemin, parce que c'est un monde où on essaye d'exister, on essaye de sortir du Queens, mais en fait, on n'y arrive pas. Donc d'où l'idée du labyrinthe final, tout ça, et de toute façon, c'est sûr que dans cette quête de l'absurde, on finira par retomber. Bon, bah ouais, mais Good Time, c'est l'archétype même de ce genre de film que je peux apprécier voir, mais je vais pas en tirer autre chose que l'expérience du moment. Et en fait, Uncut Gems, c'était quasi pareil, parce que j'avais vraiment aimé le film à l'époque, j'en avais dit du bien, il me semble que j'en avais parlé, j'ai un gros doute là, parce que avec tous les films que je vois, où je pense que j'en avais parlé. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Un jour, je parlerai d'un film 2 fois parce que j'ai oublié que j'en avais déjà parlé, c'est sûr. Et quand ça arrivera, vous serez les premiers à me le dire en commentaire avant moi que je m'en rends compte, peut-être. Donc, plus sérieusement, Uncut Gems, voilà, c'était pareil, il y avait une idée. Alors, l'intrigue aussi, on s'en fichait. C'était très intéressant parce que, bah voilà. Invasif aussi avec la musique, comme ça l'est. Des fois, à un moment, la musique, elle est magnifique. Hein, ambiance un peu Tangerine Dream de l'époque, mais peut-être qu'il fallait avoir plus de subtilité. C'est ça, le film manque d'une certaine subtilité dans ce que ça veut essayer de montrer. Donc je ressors de là avec un très beau, très bel écran, c'est très très intense aussi, il y a beaucoup de... voilà, ça marque quand même, mais ça va marquer sur le moment. Et derrière tu te dis que ça aurait pu pousser plus. Donc Good Time, c'est vraiment bien, hein, oui, mais c'est pas à la hauteur de peut-être la réputation ultime qu'il a. Et je pense que les frères Safdie aussi, les 2 films que j'ai vus, c'est vraiment bien, mais pour moi, peut-être que ça veut trop singer certaines choses, ça veut trop aller dans la forme, etc., pour finalement pas assez appuyer le fond, qui est là, hein, il y a quand même quelque chose, c'est palpable. Derrière, ça serait intéressant qu'ils aillent peut-être creuser un peu plus, avec plus de maturité. Peut-être que les voir chacun à part va nous permettre d'y voir plus clair dans leurs intentions à terme. Voilà, parce que là, ils essayaient de se faire un nom, une place esthétique de formaliste. Maintenant, ça serait bien qu'au-delà de rester des purs formalistes de cinéma, parce que le cinéma, c'est ça, hein, c'est le fond et la forme, d'aller plus exploiter quand même certaines choses sur la profondeur du contexte et des histoires qu'il raconte. Voilà, on verra bien. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de ce Good Time, de ce que vous avez pensé de Uncut Gems, des précédents si vous les avez déjà vus, et si vous attendez les prochains brûlots de chacun des 2 frères, du coup, avec impatience ou non. Voilà, je crois qu'il y en a un avec Dwayne Johnson, hein, par exemple. Mais bon, je n'ai pas vérifié avant de faire cette vidéo, je vous laisserai chercher vous-même. À la prochaine, ciao!